Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue dans ce cours numéro 2 du module 3 intitulé « La checklist complète pour tout vérifier ». Tout de suite, je vais vous dire, ce cours il est très important. Alors tous les cours sont importants, mais celui-ci il va être très important. On va prendre le temps de détailler tous les points puisque chaque élément bien vérifié peut vous éviter des erreurs qui coûtent soit très cher ou qui sont pénalisantes pour gagner du temps ou en perdre. Donc je vais vous présenter la liste, l'outil que je vais vous donner, vous allez le voir, même si vous le reverrez dans la partie pack outils, mais je vais quand même déjà vous faire une petite explication sur cette liste et ce document et on va détailler chaque point pour avoir toutes les informations. Mario Andretti disait « Si tout est sous contrôle, vous n'allez pas assez vite ». Donc ça illustre bien aussi le fait de faire l'erreur, d'accepter cette erreur et de passer à une étape supérieure. Commençons par l'immeuble. Pour plusieurs raisons, avoir tous les points de contrôle importants si vous l'achetez. Donc si vous achetez un immeuble, il faut avoir tous les points de contrôle et avoir une idée de ce qui risque d'être fait comme gros travaux si vous achetez juste un appartement. Là, je bascule dans le côté copropriété. Le fait que vous ayez un regard sur tous les points à vérifier lors de l'achat d'un immeuble, ça va vraiment vous aider à vous dire voilà, j'achète un appartement, je me rends compte que la toiture elle est un peu défaillante, il y a peut-être des chances que la copropriété risque de faire des travaux dans quelques temps. Donc, avoir en tête cette liste beaucoup plus générale, ça va vous aider de toute manière dans toutes les situations. Et ça va vous aider aussi en cas d'achat de maison ancienne parce qu'il faudra à ce moment-là vérifier quelques points, que ce soit de structure ou de fonctionnement. C'est parti pour la liste, je vais aller vous présenter l'outil tout de suite. Je vous l'ai présenté sous cette forme, dans la partie pack outils, vous l'aurez en format Word. Ceci vous permettra bien évidemment d'écrire directement, donc très simple pour écrire, je vous montre quand même. On est sur, voilà, on place le curseur, on tape des choses ici, donc je vous montre, voilà, si vous voulez mettre des choses, vous l'enregistrez ensuite. Donc vous faites fichier enregistrer sous document Word et vous l'insérez dans un document que vous aurez appelé outils ou autre, que vous rangez bien. Voilà, je vous passe les détails, je suppose que vous en êtes peut-être pas au stade de ranger un document dans l'ordinateur, mais c'est aussi pour faire une parenthèse sur le fait de bien ranger les outils pour savoir comment les retrouver vite. C'est très important ce type d'organisation parce que on passe déjà beaucoup de temps à faire des recherches. Si en plus on doit faire des recherches qui sont pénibles en termes d'outils, ça devient vite pénible. Donc on y va. Checklist des points vérifiés. Donc déjà la première chose que je vous propose c'est de marquer la localisation, quelques infos sur le quartier, les connaissances que vous avez, vous les notez ici. Extérieur, structure et structure apparente. Donc j'ai mis en avant les fondations, toiture et charpente, façade plus mur. Fondation, là c'est surtout, on va revoir les points, mais j'en profite pour détailler un petit peu. Vous allez surtout mettre ici les parties fondation, est-ce qu'on est en briques, est-ce qu'on est en bois. Si vous allez dans une cave, si vous voyez des fondations en bois, est-ce qu'il n'y a pas de problème en termes de termites? Est-ce que vous voyez si le bois il est effrité? Si on est en briques en général et qu'on a des caves saines, il n'y a pas de problème. Toiture et charpente, vous allez aller sous les toits, vous allez vérifier les choses, donc il faudra noter ici. Façade plus mur. Ben là, vous allez voir, est-ce qu'on a un crépi? Est-ce qu'on a une façade qui est propre? Est-ce qu'il faut la refaire? Est-ce que c'est simplement esthétique et on a un nettoyage à faire? Prenez des notes. Si c'est OK, ben vous mettez simplement OK, ce n'est pas un problème. L'objectif de cette liste, c'est vraiment de ne rien oublier. Ce n'est pas de mettre des choses pour mettre des choses. L'idée, c'est de ne rien oublier. Donc, si vous mettez un OK, c'est très bien, c'est simplement que vous l'avez vérifié. Je parle des éléments cachés aussi, donc les compteurs. Est-ce qu'on a un compteur par appartement? Est-ce qu'on a un compteur pour les communs, auquel cas il faut le rajouter ou regarder sur quel appartement l'électricité est prise par exemple. Les assainissements, est-ce qu'on est sur le tout à l'égout? Est-ce qu'on est sur une fosse septique? Est-ce qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, auquel cas il n'y a rien à faire? Est-ce qu'on est dans une zone classée? Ça, je vous conseille de poser la question parce que si on reprend l'exemple au-dessus, si vous devez faire une façade à la chaux, ça va être tout de suite un tarif beaucoup plus élevé si vous êtes dans une zone classée que si vous faisiez une façade beaucoup plus classique. Les communs, comment est la cage d'escalier, les caves, les sols communs et les diagnostics. Vous prenez des notes et si vous avez des notes en plus, des remarques générales à faire, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans cette case. Ensuite, c'est vraiment, j'ai mis des choses par appartement. Alors vous voyez, j'ai mis appartement 1, 2, 3, 4.
en fonction de l'immeuble que vous visitez, 5, 6, 7, 8. Bon, je me suis arrêté là simplement parce que si c'est un immeuble avec 8 appartements ou 8 biens, si vous avez un local commercial, vous pouvez tout à fait rayer ici et marquer local commercial, même si les choses qui sont à l'intérieur appartiendront à celui qui est locataire des murs. Enfin, appartiendront. Disons que ce sera à lui de faire certains travaux. Donc, j'ai mis un immeuble de 8 appartements. Si vous avez plus, eh bien, vous pouvez tout à fait rajouter en faisant des copier-coller dessous. Ça va décaler cette partie, il n'y aura aucun problème. Voyons un petit peu les points que j'ai précisés par appartement. Le compteur, est-ce qu'on a un compteur? Les murs, comment sont-ils au niveau de la peinture? Qu'est-ce qu'on va refaire à ce niveau-là? Les plafonds, sont-ils craquelés? Est-ce qu'on va les reprendre? Portes, est-ce qu'on va rajouter des portes à l'intérieur et des portes palières si les portes sont trop anciennes ou très mal isolées? Les fenêtres, est-ce qu'on est en double vitrage? L'aération, est-ce qu'on est en présence d'une VMC ou pas du tout? Le plancher, comment est-il? L'électricité, donc on va voir comment vérifier ces points-là. Je vais vous montrer des choses tout à l'heure. Isolation thermique, isolation phonique, est-ce qu'il y a des modifications à faire? Et je vous mets une case remarque qui n'est pas très grande, mais dans laquelle vous pouvez rajouter des choses. Isolation phonique, je l'ai marqué, c'est notamment, j'ai déjà eu ces petites surprises. Vérifiez bien quand même que quand vous êtes dans un immeuble, là j'y pense donc je vous le dis, si vous êtes dans un immeuble, vérifiez bien que au cas où vous auriez des planchers bois entre deux appartements, vérifiez que ce ne soit pas trop craquant et que le voisin du dessous n'entende pas tous les pas, n'entende pas quand on parle. Ça, ce sont des points que les locataires vérifient et surtout des points pour lesquels les locataires peuvent s'en aller. Autre exemple, une isolation phonique. Vous avez un appartement dans lequel on a un petit cellier sous une cage d'escalier. Ça serait peut-être l'occasion de faire une isolation phonique sous l'escalier puisque sinon, si on est au rez-de-chaussée, il va entendre les 4, 5, 6 locataires du dessus passer sans arrêt. Ça peut être aussi pénible à la longue. Notez ces petits points. Est-ce qu'il y aura besoin d'une isolation phonique? Auquel cas, ça peut se faire par le plancher du dessus ou par le plafond du dessous ou les deux si vraiment il y a un besoin urgent. Il y a des placos qui sont adaptés avec un surplus de laine de roche ou parfois des parquets qui ont un pouvoir isolant intéressant quand ils sont mis au-dessus. Voilà un petit peu l'outil. On va passer à la suite. Vous avez compris, je pense, pour les appartements. On passe à la suite parce que ça, on va y revenir plus tard. Je vais passer très vite. Mais vous avez une checklist aussi pour les calculs que je vous ai mis ici, même si je vais vous le présenter plus tard. C'est important, ça fait partie de l'ensemble des points à vérifier en termes de finances, en termes de technique, pour pouvoir faire vos calculs un peu plus tard. Je vais y revenir plus tard, donc là, je vais revenir sur le PowerPoint. Voyons la localisation dans la ville. Vous allez vérifier la tranquillité du secteur. Vous allez aussi voir la réputation du secteur. Votre ressenti personnel est important, surtout si vous connaissez la proximité des commerces ou autres attractions. Je vous ai précisé, logiquement, c'est un travail qui est déjà réalisé à ce moment-là, puisque vous aurez fait vos recherches en fonction d'un secteur et qu'au final, logiquement, vous connaissez déjà pas mal de ces points-là. Ça n'empêche qu'on peut toujours avoir une surprise quand on est à pied sur place, quelque chose qui a évolué, quelque chose dont on ne se rappelait plus. Donc, refaites un petit check et regardez bien quand même s'il y a des choses qui peuvent être positives ou négatives et pour bien l'avoir en tête. La localisation dans le quartier, donc la proximité des commerces, proximité de la route et toute autre source de bruit, la proximité de commerces bruyants, surtout si vous avez un commerce au rez-de-chaussée, je l'ai déjà évoqué, mais si c'est un commerce bruyant qui a tendance à attirer des jeunes de manière tardive le soir, faites attention, ça peut vraiment être quelque chose de rédhibitoire et de pénible. D'autant que si on est sur des commerces qui ne tiennent pas trop longtemps et que vous, j'en profite pour faire la parenthèse, et que vous vous appuyez sur ces chiffres, parce que vous savez qu'il y a un loyer qui tombe, qui sera à mettre sur la ligne des revenus fonciers d'ailleurs au passage. S'il y a un loyer qui tombe, vous appuyez dessus. Attention à ce que ce soit quelque chose de fiable, qui soit là depuis longtemps ou que ce soit une localisation idéale où vous savez que vous allez pouvoir reproposer un bail locatif rapidement en cas de départ. Vous pouvez tout à fait questionner l'entourage, ça c'est important. Vous allez voir les voisins, vous allez voir peut-être des locataires en place. Et surtout, ne gardez pas de doutes qui vont vous envahir et qui vont être pénibles pendant toute votre réflexion. L'extérieur, la structure, donc je suis parti sur un premier point sur ce schéma, les fondations. Donc tout ce qui est fondation, vous allez regarder cave, la nature des fondations. Un point qui peut être très intéressant quand vous entrez dans une cave ou dans les anciens vides sanitaires, vous regardez si vous avez des présences d'humidité. Alors, c'est interdit dans une cave d'avoir, par exemple, de l'eau, sauf en cas d'inondation, on va dire, temporaire, exceptionnelle. Mais vous pouvez avoir une cave un peu humide, mais vous devez sentir qu'elle est saine, vous devez sentir que ça sent un peu l'humidité, mais qu'on est dans un endroit très sain,
qui ventile bien. Donc ça, c'est important. Si vous avez une cave avec 2 cm d'eau, c'est qu'il y a un problème et ça peut être source d'humidité dans les premiers appartements et c'est très pénible. Vous avez les planchers entre les étages, vérifiez la solidité et l'isolation phonique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, avant l'isolation phonique, on vérifie la solidité. Je vous donne un exemple que j'ai connu. Un appartement qui était situé au dernier étage dans un immeuble qui avait subi des fuites au niveau des points d'eau. Donc là, on était sur toilette et salle de bain. Et ça avait beaucoup attaqué le sol. On avait des poutres qui faisaient de mémoire 15 cm sur 15 en bois, donc du bois massif, et qui étaient complètement pourries. Quand on tapait le balai dedans, elles s'effritaient complètement. Donc vous voyez, là, au lieu de changer un simple parquet ou de faire un simple carrelage, on passe par travail de remise en place des fondations. Donc, on remet une poutre pour solidifier. Donc, ce n'est plus du tout le même travail puisqu'il va falloir creuser, il va falloir faire en sorte de mettre ces poutres de manière solide. Donc, il y a tout un système à mettre en place et on va être sur des travaux qui vont avoir des conséquences quand même qui vont être beaucoup plus élevées en termes de tarifs. Donc, vous devez vérifier ça et dans la mesure du possible, n'hésitez pas, prenez un balai, tapez. Alors, je ne vous dis pas d'exploser les plafonds, mais si vous avez des poutres apparentes, tapez bien, même si apparemment elles paraissent solides, tapez pour voir si elles ne s'effritent pas. Vous faites attention, justement en parlant d'effriter, aux termites dans certains secteurs. Certains secteurs nécessitent des diagnostics. Si vous avez un doute, vous faites faire un diagnostic. Il ne faut vraiment pas de présence de termites parce que ce sont des traitements longs qui coûtent cher. Donc, si c'est un traitement long qui coûte cher et qu'il est pris en compte, ça peut aller. Auquel cas, vous êtes sûr de votre coût, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas prévu, on va vite partir sur des budgets à 10, 15, 20 000 euros qui vont augmenter la facture travaux et qui risquent de plomber dès le départ une rentabilité. À ce sujet-là aussi, faites attention dans certains secteurs à la mérule qui elle aussi pose de gros problèmes d'humidité et d'infiltration. Donc soyez attentifs et si vous avez des doutes, s'il n'y a pas de diagnostic mais vous êtes dans un secteur mitoyen, demandez un diagnostic quand même. Toiture plus charpente, donc vous allez dans les combles vraiment dans la mesure des possibles. Je vous invite vraiment, c'est aller dans les combles. Regardez, notamment si vous venez visiter en temps de pluie, ça peut être intéressant puisque vous allez voir s'il y a de l'eau qui passe et des infiltrations. Vous devez regarder la charpente en règle générale, les chevrons, le jour entre les tuiles, l'isolation. Vous allez voir différentes choses. Notamment, vous pouvez voir l'espace entre les chevrons. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que les chevrons commencent à s'écarter? Si vous êtes sur une toiture en ardoise, vérifiez les crochets. Est-ce qu'ils sont rouillés? Est-ce qu'ils sont prêts à céder? Auquel cas, vous savez que dans les années qui vont suivre, vous allez devoir changer la toiture. Malgré, on va dire, des ardoises qui pourraient paraître peut-être en bonne forme d'aspect visuel. Faites attention, il y a aussi la manière de tenir sur le toit, donc les crochets. Donc ça, on peut le voir vraiment de dessous, c'est beaucoup plus visuel. S'ils sont rouillés et que vous tapez dessus avec le doigt qu'ils ont tendance à se casser, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il faille changer la toiture. Donc vérifiez bien les lattes, vérifiez bien l'espace entre les chevrons, vérifiez le jour entre les tuiles, notamment les anciennes tuiles mécaniques où on avait une seule emboîture. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement imaginez deux tuiles. Il y avait un côté qui était crocheté dans lequel on n'avait aucun jour possible et vous n'aviez pas la même chose de l'autre côté. Ce qui fait, c'est ce qu'on appelle les tuiles à simple emboîture. Et c'est souvent celles-ci qui ont tendance à se rétracter avec la chaleur ou avec les froids ou l'alternance des deux et du coup laisse passer du jour entre. Ça pose deux soucis. Un, ça peut poser des problèmes d'infiltration. Et deux, si vous êtes dans une zone plus rurale, ça peut poser des problèmes de bêtes. Alors, je vais m'expliquer. Vous pouvez avoir des fouines qui s'infiltrent dans ce type de passage, qui n'ont besoin que de 1 ou 2 cm pour pouvoir passer, qui viennent faire leur petit dans les combles, qui détruisent votre isolation et qui surtout pourrissent vos placos en faisant leurs besoins et leurs nids. Donc ça, c'est un détail. Je vous le dis, peut-être ça vous servira. Je vais le préciser maintenant. Ça m'est arrivé une fois. Si vous faites refaire une toiture, que vous êtes dans une zone où il est possible qu'on ait ce type de bêtes, des fouines ou des loirs, mais surtout des fouines, n'hésitez pas à faire des toitures où vous aurez des tuiles en double emboîture et surtout faites bétonner, alors ce n'est pas tout à fait le terme exact, mais faites bétonner les premiers rangs de tuiles de manière à ce qu'on n'ait plus aucun passage d'air. Les passages d'air seront faits sur le toit avec des grilles pour que les bêtes ne puissent pas venir. Ils ne doivent plus être dessous. Il faudra bien mettre ce qu'on appelle les anciens cache-moineaux et les tuiles en double emboîture ou ardoise. Et là, vous n'aurez plus de problème. Mais vérifiez bien que ça n'existe pas puisque c'est un phénomène qui tend à cause de l'homme à se développer puisque les bêtes viennent un peu plus dans les villes qu'auparavant. Et je sais que notamment qu'à Orléans, il y a beaucoup de personnes qui sont embêtées avec ces choses-là.
Donc les pièges, après, c'est compliqué, ça ne les prend pas forcément. Et quand vous avez une fouine qui fait 10 petits, je peux vous assurer que vous avez un plafond qui va être abîmé sur 5 ou 4 ou 10 mètres carrés. Et surtout, on a une odeur très forte qui se dégage dans l'appartement, donc impossible de garder des locataires. Donc soyez vigilants et n'hésitez pas à poser la question. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous servir. Vous devez regarder aussi l'affaissement de la toiture. Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus de l'extérieur. Si vous voyez une petite gondole, si vous voyez des vagues, certainement que le support charpente commence à faiblir et qu'il va falloir renforcer la partie chevron et charpente. Vérifiez aussi quand vous êtes dessous si vous n'avez pas de poudre de bois au sol parce que ça pourrait être signe de petites bêtes qui rongent le bois et ça pourrait être signe aussi d'une charpente à changer et d'un traitement à faire qui pourrait être excessivement cher. La façade et les murs, troisième point. Est-ce qu'on a des fissures larges sur le mur? Auquel cas, alors je vous fais le point tout de suite, si vous avez des fissures larges dans lesquelles vous passez les doigts, moi je vous invite à passer votre chemin ou vraiment avoir un spécialiste avec vous qui va vous dire on va faire un chaînage et ça va fonctionner. Mais honnêtement, voilà. Regardez si justement on a la présence d'un chaînage. Donc un chaînage, ça peut être de plusieurs manières. Sur les anciennes bâtisses, on avait des croix de chaque côté où on serrait. Il y a une grande tige en fer qui passe dans les murs pour rapprocher les murs. On va sûrement revoir ça après. Est-ce qu'il y a des fissures bouchées sans chaînage? Donc faites attention. Est-ce qu'on a refait un crépi? Est-ce qu'on a masqué un petit peu une fissure alors qu'il n'y a pas de chaînage? Auquel cas, on masquerait un symptôme, mais on n'aurait en aucun cas regardé la cause. Donc faites attention à ça. Et est-ce qu'on a un ravalement de façade à faire? Auquel cas aussi, sachez si on est dans une zone classée et si on a une façade en chaux à faire notamment qui vous coûterait beaucoup plus cher qu'une façade classique. Alors, les éléments cachés, une nouvelle fois, on va revoir sur le schéma. Compteur, alors quand je mets caché, je ne veux pas dire vis caché, je veux dire simplement des choses auxquelles des fois on ne pense pas parce qu'on ne les voit pas. Donc faites attention, les compteurs, est-ce qu'on a les compteurs gaz, électricité, eau? Est-ce qu'on a bien un compteur par lot? Et surtout pour le gaz et l'électricité. Je vous fais la parenthèse, si vous n'avez pas un compteur électricité par exemple pour chaque appartement, ça pose deux soucis et deux soucis majeurs. La première c'est en histoire de puissance. Si vous avez un compteur pour 3 appartements, il y a de fortes chances qu'il faille mettre une puissance très élevée qui coûte un abonnement assez cher et qui en plus ne tiendra pas si tout le monde utilise l'électricité en même temps. Donc il faut être vigilant à ça. Deuxième point, si vous n'avez pas un compteur par lot, ça veut dire que vous allez devoir prévoir des charges pour demander au locataire plus tard. Ça veut dire que pour l'électricité, vous allez demander des charges à hauteur de 80 ou 100 euros pour un locataire. Ça sera des choses en moins que vous pourrez demander sur votre loyer. Il vaut mieux louer un appartement 450 euros et demander 20 euros de charge pour notamment les ordures ménagères et les communs. Mais par contre, si vous demandez 450 plus 100 euros de charge, le locataire, lui, ce qu'il va voir, c'est que même si l'électricité est dedans, il va voir qu'il doit donner 550 euros. Ce n'est plus du tout pareil et les locataires, il faut le savoir, ne comprennent pas toujours cette histoire de charge, même ceux qui ont l'habitude de louer. Donc moi, je conseille vraiment d'avoir des charges classiques, c'est-à-dire tout ce qui va être ordures ménagères et commun, vous prenez un certain montant, et après le reste d'avoir des compteurs individuels, surtout électricité et surtout gaz. À la rigueur, si on a un compteur d'eau général et qu'on a des sous-compteurs d'eau, ça c'est beaucoup moins grave, puisque vous allez facturer peut-être une provision sur charge à hauteur de 20-30 euros. Donc là, ce n'est pas important parce que vous allez dire au locataire, moi je loue mon loyer 470, il y a 30 euros de charge dans lesquelles l'eau est comprise, on fera une régulation à la fin. Il va le comprendre beaucoup plus facilement et il va prendre son abonnement électrique à part. Donc un compteur par lot, c'est important et sachez aussi que c'est à anticiper parce que le jour où il n'y a pas un compteur, vous avez intérêt à prévenir Enedis le plus rapidement possible. Et je vous invite, j'en parle après dans les astuces il me semble, mais je vous invite vraiment à dire que c'est pour votre résidence principale pour qu'Enedis agisse rapidement. Sachez qu'Enedis à l'heure actuelle a le monopole, ça veut dire que c'est eux qui fixent les prix, ça veut dire aussi que c'est eux qui prennent le temps qu'ils ont envie de prendre. Alors je suppose qu'ils sont débordés de travail, ce n'est pas le problème, mais vous ce qui vous importe c'est que tout aille vite. Donc dès que vous achetez, si vous savez que vous avez des compteurs à mettre électriques, vous appelez Enedis et vous prévoyez un devis, et vous prévoyez une date et vous le faites aussitôt que vous avez, dès que vous le pouvez, peut-être même avant de signer l'achat. Vous évitez les gestions délicates aussi, donc ça c'est vraiment important. Voilà, ça rejoint surtout les compteurs à gaz et électricité. Une gestion à 100 euros de charge par mois, pour moi ça devient beaucoup trop compliqué. Et les compteurs, faites attention, ça a un coût important. La pose d'un compteur quand vous allez appeler Enedis et ils vont regarder l'adresse, ils vont regarder la distance par rapport à un poteau électrique par exemple. Vous pouvez très bien, le compteur peut vous coûter 1 500 euros à l'achat et à la pose, comme il peut vous coûter 5 000 euros. Donc
faites bien attention et demandez toujours un devis. Alors les assainissements, normalement, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de choses qui sont raccordées au tout à l'égout, je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes particuliers. Vous demandez quand même, c'est important, il faut le noter, il faut le checker, il faut mettre OK et ça coûte cher à mettre en place. Alors, j'ai dans mon tableau, le tableau estimatif de travaux que j'ai mis dans ma formation Immo Meublé Travaux, on a une partie justement assainissement à mettre en place au cas où ce soit le cas. Comptez 10 000 € pour une fosse septique à remettre à neuf avec une nouvelle fosse. Et en général, il y a toujours des normes à changer. Comptez pour l'assainissement, ça va dépendre des tranchées qu'il y a à faire et de la distance pour rejoindre le tout à l'égout. Mais on peut vite aller sur des forfaits entre 600 et 1500 €. Et après, ça va être au mètre linéaire. C'est-à-dire que si vous avez une tranchée extérieure à faire de 50 mètres, ça va vite chiffrer aussi. Donc il faut le prendre en compte. Et ce qui peut chiffrer encore plus, c'est si vous avez une pompe de relevage à mettre, puisque je ne sais pas, le niveau, vous n'êtes pas au bon niveau par rapport au tout à l'égout. Donc une pompe de relevage, ça va tout de suite être 1000, 1500 € en plus. Voilà. Donc soyez bien au courant si l'assainissement est en place. Est-ce que c'est une zone classée? Ça veut dire qu'il y aura des contraintes importantes. La mairie peut vous le dire et ça aura un impact sur la nature et le coût des travaux. Et ça a aussi un impact sur les délais. Je vous prends tout de suite un exemple qui est arrivé à Sandrine il n'y a pas longtemps. Un appartement à refaire, le double vitrage à refaire. On était dans une zone classée puisque proche d'un château, donc monument historique. Il fallait absolument un double vitrage avec des fenêtres ossature bois en rénovation dépose totale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une rénovation classique mais une dépose totale, donc ça a pour conséquence d'abîmer les murs autour de la fenêtre. Vous voyez là, il a fallu rencontrer l'architecte des bâtiments de France, qu'il donne son accord sur un devis, qu'il reprécise ce qu'il attendait sur le devis avec des schémas précis de la part du fabricant. Ensuite, il faut faire la demande à la mairie qui demande encore quelques temps, donc on peut vite perdre 1 mois, 2 mois pour ces choses-là et à condition d'être très réactif. Dans ce cas-là, moi, je vous invite vraiment à demander à la mairie qu'elle contacte l'architecte des bâtiments de France et qu'elle le fasse venir sur place pour checker votre accord ou vraiment pour que vous puissiez envoyer un mail directement à l'architecte des bâtiments de France pour que vous puissiez ensuite faire une demande spécifique à la mairie. Si vous faites une demande au hasard à la mairie et qu'après on vous dit non, que vous devez repasser par l'architecte des bâtiments de France pour refaire une demande, vous allez avoir des délais de 2 mois qui vont se repousser. Donc faites l'inverse. Anticipez, demandez un avis à l'architecte des bâtiments de France, trouvez le mail qui convient bien en demandant à la mairie et ensuite faites faire un devis en conséquence. Ça sera plus intéressant. Ça n'empêche que vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous devrez estimer des travaux avec une fourchette assez haute en demandant l'avis de l'artisan de manière à ne pas vous tromper sur vos calculs. Alors les communs, là je vous propose une nouvelle fois un schéma un peu différent. Donc la cage d'escalier, bien vérifier comment elle est, dans quel état. Si elle est en pierre, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, ça reste top. Si elle est en bois, vérifiez bien qu'on n'ait pas des marches pour lesquelles on passe à travers. Mine de rien, ça c'est un point important. Comment ça a été entretenu et surtout si c'est des marches à refaire, sachez qu'un escalier ça peut coûter très cher. Donc soyez quand même vigilants. Les caves, est-ce qu'on a des traces d'humidité? Est-ce qu'elle est remplie d'eau? Si en général non et heureusement. L'aération, est-ce qu'on a une odeur trop importante d'humidité? Est-ce qu'on se rend compte que le plafond de la cave, donc l'éventuel dessous des sous-sols des appartements est taché? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on a bien des trous vers l'extérieur, vers la rue qui proposent cette aération? Est-ce qu'on a une structure saine en briques, en bois, comment elles sont faites? Est-ce que les poutres ne sont pas effritables même en commençant par la cave? Donc vraiment, allez dans la cave s'il y en a une et honnêtement, n'oubliez pas qu'une cave, ça a vraiment un objectif. En plus de garder le bon vin, c'est vraiment un objectif de ventiler pour les immeubles et ça peut être très intéressant d'avoir des caves. Moi, j'aime bien acheter des immeubles dans lesquels on a des caves, ça évite beaucoup de problèmes. Donc les sols des communs plus les murs, béton, est-ce qu'il n'est pas gondolé? Est-ce qu'on a des bosses ou des creux? Est-ce que la structure bouge? Est-ce qu'on a le bois qui craque? Donc faites attention à ça. Sur les sols, si le bois craque, ça peut être simplement parce qu'on est sur du vieux parquet, auquel cas il n'y a pas de souci. Mais on fait attention à ce qu'il n'y ait pas des endroits pourris qui soient tout simplement dangereux et qu'il faille refaire. Les diagnostics, plomb, amiante, termites, vérifiez à quel endroit pour l'importance ou non dans les travaux. Alors ça, ce que je voulais dire par là, c'est que autant si vous avez du plomb dans vos diagnostics parce qu'on est au-dessous certaines années, il ne faut pas vous inquiéter, c'était souvent dans les peintures et on a souvent des traces de plomb. Donc simplement, ça vous est dit dans le diagnostic, ça veut dire qu'il faut y faire attention, vous devez prévenir l'artisan et vous pouvez tout à fait refaire les peintures ou changer, auquel cas vous n'aurez plus de traces de plomb. L'amiante à vérifier aussi parce que, alors autant quelques traces dans des plaques, notamment des petites choses sur la gouttière ou qui rejoignent le tout à l'égout, ça pose aucun problème.
Si vous commencez à avoir des immeubles dans lesquels tous les communs, tous les escaliers sont en amiante, vous devez le prendre en considération puisqu'on est on va être sur une base de calcul qui va être vraiment différente en termes de coûts et désamianter, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut juste dire que ça doit être pris en compte. Et les termites, alors dans certains secteurs, termites, mérules, attention, s'il y a les diagnostics, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous avez un doute, surtout, vous faites faire les diagnostics. Ne prenez pas ce risque inutile qui serait vraiment pénalisant pour la suite. Alors, disposition des appartements. Surtout, le but de regarder la disposition des appartements, vous pouvez tout à fait le prendre en note dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, c'est pour imaginer des améliorations. N'hésitez pas à vous aider des plans fournis ou à créer rapidement. Quand je dis à créer rapidement, vous prenez un calepin, vous mettez les dessins, vous avez repéré qu'il y avait une cave, donc on pouvait sortir les évacuations et vous remettez comme c'est pour imaginer des futures améliorations pour proposer aux artisans. Notez différents éléments, les murs porteurs à ne pas toucher ou alors dans lesquels on va faire des ouvertures. Cuisine et salle de bain pour arrivée et sortie d'eau. Est-ce qu'on peut tout refaire? Est-ce qu'on va passer facilement des évacuations pour rejoindre la cave s'il y en a une? Les fenêtres, est-ce qu'on sont simple vitrage, double vitrage? Porte d'entrée pour division. Alors je reviens sur les fenêtres, ce n'est pas pour le simple vitrage, double vitrage, que vous l'aurez déjà checké ça. C'est simplement pour voir où sont les ouvertures. Si vous refaites une modification, voir si vous pouvez caler une chambre dans une pièce, évidemment, il faudra absolument qu'il y ait une fenêtre et au moins 9 mètres carrés dans ce cas-là. La porte d'entrée pour la division, où est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'à partir de cette porte d'entrée, je peux créer un sas et créer 2 appartements? À voir. Dans les appartements, on va partir du principe, comme vous le voyez en bas, qu'on va rénover et apporter de la valeur systématiquement. Les compteurs gaz, électricité, eau, un compteur par lot, surtout le gaz et électricité. Pour éviter la gestion délicate, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. L'état général, les murs sains, les plafonds sains, traces d'humidité, état des sols, plafond, isolation thermique et phonique, électricité à refaire. Si vous regardez, quand je dis des murs sains, je veux parler évidemment des traces d'humidité ou autres qui font penser à des infiltrations ou qui font penser peut-être à des fuites au-dessus. S'il y a des traces d'humidité, vous devez connaître l'origine. Ne vous fiez pas à un simple discours « oh c'est rien, il y a eu ci, il y a eu ça ». Non, ce n'est pas rien. Une trace d'humidité, ça peut être important. Si c'est des traces d'humidité liées à la toiture, alors que vous n'aviez pas vu qu'il y avait un problème, ça voudrait dire qu'il faudra refaire la toiture, très certainement. Si c'est un dégât des eaux qu'il y a eu au-dessus, ça reste peu important, parce que de toute façon, vous allez rénover et donc tout refaire, mais vous devez savoir si ça vient bien de là. Bref, trouvez les origines. Tout ce qui concerne l'humidité, vous devez trouver les origines, parce que certaines choses en termes d'humidité sont très pénibles à résoudre. État des sols, des plafonds, donc à savoir ce que vous allez refaire, si les sols vous allez refaire entièrement un carrelage, est-ce qu'il va falloir faire un réagréage, est-ce qu'il va falloir tout démolir, auquel cas on n'est pas sur les mêmes tarifs. Bon, c'est très rare en rénovation de tout démolir, mais pourquoi pas. Les plafonds, est-ce qu'on va les refaire, est-ce qu'ils vont être juste repeints, est-ce que juste repris ou est-ce qu'on va ajouter des plafonds avec isolation phonique, auquel cas on n'est pas du tout sur le même coût non plus. Est-ce que l'électricité est à refaire? Donc les petits repères visuels. Est-ce qu'on a un vieux tableau avec les fusibles à plomb? Est-ce qu'on n'est pas sur le 30 mA? Logiquement, vous devez avoir l'électricité moderne. On est sur des tableaux électriques pour lesquels vous avez des fusibles pour chaque élément. Donc vous devez voir marqué salle de bain, lumière entrée. Vous avez des tableaux où il y a beaucoup de choses. Et vous avez aussi marqué 30 mA sur le tableau, donc 30 mA. Et logiquement, ça s'accompagne de prises reliées à la terre dans les appartements. Et les modifications, possibilité d'amélioration, repérer entrée et sortie d'eau. Pareil, une nouvelle fois, on repère les fenêtres, les murs porteurs, nouvelle colonne. J'ai marqué mur porteur, simplement, ce n'est pas du tout impossible de faire quelque chose. Sachez juste qu'une simple ouverture dans un mur porteur, le temps d'étayer, le temps de mettre en place les choses, de démolir et de refaire la porte, pour le coup, une porte classique de largeur 90 cm sur 2,40 m de haut, on va facilement atteindre les 1500 à 2000 €. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous l'imaginez dans votre rénovation. Ça a vite un coût parce que c'est un travail qui est assez important. Donc, partez bien du principe qu'on va rénover et apporter de la valeur, donc il va falloir vraiment regarder tout ça. Alors, les murs, je fais un petit point sur les murs. Je trouve que c'est un très bon indicateur sur la santé du bien. Vérifiez une nouvelle fois l'humidité et son origine, c'est très important. Les fissures, est-ce qu'on a des fissures importantes? Est-ce qu'on a des fissures de quelques millimètres qui peuvent être liées à un travail de charpente? Ou est-ce qu'on a des fissures dans lesquelles on passe carrément les mains et là, il faut regarder si on n'a pas un problème de structure. Ça devient beaucoup plus compliqué. J'aurais envie de dire que quand vous avez vraiment des fissures dans lesquelles vous pouvez passer une main, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas parce que c'est
c'est quelque chose quand même qui travaille et il y a peut-être un problème de structure important. Attention au cache-misère, il faut essayer de voir derrière. Je pense aux lambris en bois à 1 mètre qui est à 1 mètre du sol, qui cachent peut-être des traces d'humidité. Je pense à des faux plafonds en polystyrène qui peuvent cacher aussi des plafonds qui sont pourris, qu'il vaudrait mieux refaire suite à un dégât des eaux par exemple. Se fier aussi à l'odeur de la pièce. Alors attention, hein, une pièce qui n'a pas été louée depuis 5 ans, depuis 10 ans, sur laquelle vous voyez des petites traces d'humidité, ça peut être n'importe quoi. Vous avez un ballon qui fuit dans une salle de bain qui n'a pas été ventilée depuis, je ne sais pas, 5 ans, vous aurez forcément des traces d'humidité sur les murs et ça ne sera strictement rien. Donc faites bien attention quand même une nouvelle fois à ne pas être... il faut être pointu, mais il faut être vigilant à nos ressentis. Ce n'est pas un petit champignon noir dû à un ballon qui fuit, ce n'est pas grave. Ça se résout très facilement avec une bonne VMC, avec une installation qui va bien. Donc les pièces d'eau humide, est-ce qu'il y a tout à reprendre? Vérifiez ces points. Les plafonds, présence de traces, donc est-ce qu'il y en a une fuite au-dessus? Il faut bien l'identifier. On a sûrement un plancher à changer ou en partie. Donc clairement, quand vous avez une fuite, notamment sur un ancien parquet, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de lames qui vont être à changer, surtout si la fuite a été au goutte à goutte depuis plusieurs années. Je vous ai renoté fouine dans les combles, hein, ça m'a traumatisé, moi je l'ai vécu et ça m'a posé problème, donc faites-y attention et si vous devez refaire la toiture, je le redis, n'hésitez pas à sceller au béton les premières rangées pour ne laisser aucun passage possible. Plafond qui fait le rond, alors ça peut être aussi des plafonds qui font le rond, ça peut être signe d'infiltration d'eau ou de fuite au-dessus, donc si vous achetez l'appartement, il faut regarder si au-dessus, vous n'allez pas être embêté avec un futur propriétaire qui ne fait absolument rien, ça c'est important. Il faut ne pas hésiter à poser des questions. Un sol qui s'affaisse, on fait attention à la structure aussi. Et pour ces types de points un peu particuliers, je vous invite vraiment à faire en sorte d'avoir un artisan qui va être présent avec vous, notamment au départ quand vous avez pas mal de doutes et que vous voulez un petit peu de sérénité. Les planchers, une nouvelle fois, la présence de l'artisan est obligatoire en cas de doute. Identification du sol, vous regardez bien, voir les couches, vérifier si la base n'est pas trop incurvée, est-ce que ça vient de la structure qui s'affaisse. L'état général, l'isolation phonique, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Je vous rassure à ce sujet-là quand même, j'ai quand même pas mal d'immeubles dans lesquels je n'ai pas refait d'isolation phonique les premiers temps parce que honnêtement, il y a des fois j'ai oublié. Faites attention quand même, mais ça ne doit pas être automatique. Ça ne doit pas être automatique parce que vous avez des appartements qui à une certaine époque étaient faits avec des planchers dans les appartements au-dessus qui étaient faits avec des planchers et une couche de laine de roche au-dessous. Donc ça, c'est très isolant. On avait déjà vraiment quelque chose qui était très intéressant pour éviter les bruits dans l'appartement du dessous. Donc vérifiez ces petits points et peut-être que vous ne serez pas obligé de faire l'isolation phonique partout. Les portes et les fenêtres. Donc les portes, je vous conseille les palières 3 points sécurisées pour les portes palières. Elles ont deux rôles. Un, comme leur nom l'indique, ce sont des portes palières. Elles sont là pour sécuriser. Elles ferment en 3 endroits différents, elles sont très dures à défoncer à l'épaule, donc c'est très rassurant pour un locataire. Je pense notamment aux jeunes filles, si vous êtes avec des étudiants, vous louez pour des étudiants qui ont besoin d'être assurés, hein, filles ou garçons, à la rigueur, peu importe. Mais en tout cas, elles sont sécurisantes, elles ferment en 3 points et elles ont un rôle isolant qui est quand même pas négligeable. Permet une sécurité, permet les isolations, c'est ce que je vous rapporte ici. Les fenêtres, donc double vitrage obligatoire ou presque, honnêtement, voilà. Les locataires n'ont pas forcément conscience du prix que ça peut coûter, mais en tout cas, ils ont conscience du prix que ça peut leur coûter à eux s'il n'y a pas le double vitrage en termes de consommation. Et même si ce n'était pas vrai, j'ai envie de dire, de toute manière, ça devient un point quasiment rédhibitoire. Donc, faites-y attention, prenez-le en compte et faites attention justement à ce sujet-là, aux zones classées qui vont peut-être vous imposer de mettre des fenêtres en bois, en alu, et vous aurez un petit coût, un coût qui sera quand même nettement supérieur. J'en profite pour vous dire que vous demandez bien à l'artisan qui vous change les fenêtres à quelle aide vous avez le droit et quelles sont les démarches. Il y a parfois des artisans qui prennent trop de temps à le faire et vous allez louper une aide à laquelle vous auriez droit qui va peut-être avoisiner les 1000, les 2000, les 3000, les 4000 euros, peu importe. Si vous y avez droit, il faut absolument le prendre en considération et il faut absolument récupérer cet argent. Les aérations, donc VMC et autres systèmes d'aération, donc l'appartement doit en être équipé, c'est impératif. Vous êtes sur des appartements T2, T3, si en plus vous avez une machine à laver, un sèche-linge qui a tendance à procurer de l'humidité dans la pièce, la VMC est obligatoire et surtout ne faites pas comme on peut voir encore, moi je l'ai encore dans un appartement ou deux, ça devrait être changé, la VMC qui fonctionne avec les interrupteurs, c'est-à-dire que la personne
à une VMC qui se met en place uniquement quand il allume la lumière. Donc autant vous dire que toute la journée, il n'y a rien qui se passe et vous pouvez très bien avoir un sèche-linge, une machine à laver qui fonctionne dans la journée ou même du linge sur un tanker vide qui va dégager une humidité importante. La VMC doit être en marche en permanence et pas en fonctionnement avec un interrupteur. Donc il faut une VMC efficace qui tourne en continu et c'est vraiment important pour éviter l'installation de l'humidité. La plomberie, très importante pour éviter les problèmes dans tous les appartements, pour vérifier les arrivées et les sorties d'eau. Elle est souvent à reprendre en intégralité. C'est une question que vous pouvez poser aux artisans quand ils vous refont une salle de bain ou une cuisine. Demandez-leur bien s'ils ne s'appuient pas sur les anciens tuyaux existants. L'idéal étant de la reprendre complètement et parfois en créant des colonnes jusqu'au tout à l'égout. Là, c'est le top puisque vous allez allier le cuivre et le PVC et vous allez avoir des colonnes et des évacuations d'eau qui vont être reprises de A à Z. Donc, posez ces questions. Logiquement, c'est intégré dans un coût total d'une salle de bain. Rares sont les artisans qui vont vous laisser un mètre de cuivre qui date et qui risque d'être un nid à fuite pour les mois qui suivent. Mais posez quand même la question. Visibilité sur la colonne d'évacuation. Donc, essayez de voir comment s'évacuent vos eaux. Et si le matériel est trop ancien, c'est ce que je vous disais, pensez bien à le refaire de A à Z. En ce qui concerne l'électricité, elle est aussi très importante. Donc, c'est une norme pour éviter les incendies, souvent à modifier en totalité. Vérifiez l'aspect du tableau, vérifiez que vous n'êtes pas sur les anciens fusibles à plomb en tirant dessus. Vous allez voir si vous tirez sur les anciens fusibles et que ce sont les anciens plombs, les anciens fusibles qui viennent, c'est que le tableau n'est plus du tout aux normes. Vérifiez que vous avez un tableau assez récent sur lequel on a justement tous les éléments qui apparaissent, la cuisine, les différentes lumières, les toilettes, etc. Et vérifiez aussi que vous avez bien marqué 30 MA sur ce tableau. Vous pouvez voir aussi si les prises sont bien reliées à la terre dans les différentes pièces. Donc, prise de temps visuelle, c'est ce que je vous rajoute ici. L'isolation thermique, à voir si cela est réalisable. Ce n'est pas une obligation une nouvelle fois. Ça veut dire doubler des appartements en placo pour avoir une isolation plus importante. J'ai envie de dire que ça peut dépendre des stratégies. Si vous êtes sur la location courte durée, ça va devenir peut-être encore plus essentiel puisque là, vous allez vous-même dépenser l'électricité ou le gaz, peu importe pour votre système de chauffage et vous aurez envie de dépenser moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention aux locataires, au contraire, mais à voir si dans certaines structures, vous pouvez prévoir ce budget puisque refaire tous les appartements avec les placos, ça peut avoir un coût et des fois, on a des murs très épais qui sont assez efficaces en termes d'isolation. Donc, à discuter avec l'artisan, si vous souhaitez absolument le prendre en compte, ça peut être effectivement très intéressant. Pensez bien que vous perdrez un petit peu de surface aussi. Donc, c'est souvent intéressant. Si c'est la possibilité, c'est ce que je précise, c'est mieux. Et l'isolation phonique, les fenêtres et les portes. Donc, fenêtres et portes, ça c'est important. La porte palière notamment a ce rôle-là. Et plafond et plancher, c'est une réflexion à avoir, mais vraiment, posez-vous la question. Et si vous avez des planchers en bois qui craquent au-dessus, ça sera très dur d'en faire l'économie à la fois par un faux plafond et aussi peut-être par le recouvrement d'un plancher au-dessus. Votre visite est utile pour un oui ou un non. Les points peuvent paraître un peu lourds que je vous ai évoqués, mais là je suis insistant, je dis beaucoup de choses. Je vous assure que quand vous allez partir avec la liste, que vous allez prendre l'habitude, et c'est pour ça que le titre évoque « Votre visite est utile pour un oui ou même pour un non », c'est par l'expérience et c'est par la multiplication des visites que vous allez intégrer et automatiser ces points et vous allez vous servir de la liste de manière de plus en plus rapide. N'y voyez pas un cours lourd, essayez de vous rappeler tous les points, ne vous faites pas peur pour rien, mais moi en tant que formateur, je suis obligé de vous donner tous les points à vérifier. Je vous donne aussi certains points qui sont un peu spéciaux et qui sont liés à mon expérience, comme la fouine, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Vraiment, ça n'a pas du tout vocation à vous faire peur, ça a vocation à vous donner toutes les infos. Ça n'empêche pas que vous ferez peut-être des petites erreurs et qui seront un peu pénalisantes, mais au moins, ayez tous ces éléments et quand vous faites vos premières visites, quitte à louper des affaires, faites vos premières visites de manière organisée et notez bien tout. Et je vous invite aussi vraiment à être accompagné par un artisan au départ. Ça va être un petit peu difficile, mais vous allez trouver et vous allez avoir des informations utiles. Si vous n'avez pas le bon ressenti, vous n'y allez pas. C'est ce que je vous précise ici. Et surtout, partez dans des rénovations simples au départ. Si vous arrivez, vous avez des traces d'humidité partout, vous avez une cave remplie d'eau, vous ne le sentez pas du tout et vous ne le maîtrisez pas, vous n'y allez pas. On le répète, vous n'êtes pas là pour investir de manière idiote, vous êtes là pour investir sereinement et changer votre vie dans les années qui vont suivre. Donc, ce n'est pas en vous mettant des bâtons dans les roues ou en mettant de l'eau dans votre cave que vous allez être serein. Donc, faites très attention à ces points et faites-vous confiance aussi. Vous avez tous les éléments, donc votre confiance par rapport au ressenti sera importante.
on va reparler des travaux plus en détail plus tard. Là, c'était vraiment un point par rapport à la checklist. Donc, faites-vous accompagner par un professionnel concernant les travaux et n'oubliez pas que ces travaux, ce n'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est quelque chose qui est très utile et ça va être, pour commencer, un premier point avant une éventuelle négociation. Sans dire au vendeur que son bien est pourri, que vous devez tout refaire, mais en montrant qu'il y a des points à améliorer et que vous, vu vos objectifs, vous allez devoir faire des travaux. En expliquant correctement les choses, on va y revenir par rapport à la vente, en expliquant correctement les choses, on n'a aucun scrupule et on n'a aucun problème à dire qu'on fait telle ou telle offre. Pour conclure ce point qui était un petit peu long, donc on fait attention aux points de localisation pour la visite, on fait attention aux points extérieurs à l'immeuble. On va penser à quelques points qui sont notamment invisibles ou auxquels on ne pense pas forcément, d'où l'intérêt d'avoir la liste sous les yeux. Regardez bien les communs, pensez à identifier schématiquement la disposition des appartements. Si vous avez des plans, c'est encore mieux. Connaître l'état des appartements et les points clés, ça passe notamment par le fait de visiter tous les appartements si vous allez voir un immeuble, ça c'est important. Et attention, si vous créez un appartement, il faut penser aussi aux places de parking, je l'ai rajouté. Demandez bien, il y a certaines villes qui l'imposent. Quand vous êtes sur la création d'un appartement, vous devez absolument prouver que vous êtes en mesure de proposer une place de parking en conséquence. Donc faites attention, demandez si ça c'est existant parce que c'est un point qui n'est pas forcément facile à trouver et il y a un certain périmètre dans lequel vous devrez pas forcément créer mais acheter une place de parking, c'est pas toujours évident. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce module.